8h06, merci de nous rejoindre sur Radio J, matinée spéciale consacrée aux attentats de janvier 2015. Un hommage 7 ans après, et nous accueillons à présent Didier Passamonique, directeur de la rédaction d'Actua BD, éditeur, spécialiste de la bande dessinée, fin connaisseur de Charlie Hebdo. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver. J'ajoute qu'on vous retrouve d'ailleurs tous les jours du lundi au jeudi à 8h50 sur Radio J pour la Diaspora des Bulles, notre chronique consacrée à la BD. Alors Didier, vous les connaissiez bien, les dessinateurs de Charlie Hebdo, ceux qui ont été assassinés ce tragique jour du 7 janvier 2015. Cabu, Charb, Honoré, Tinius, Wolinski. On peut citer aussi, bien sûr, puisqu'on ne les oublie pas, la psychanalyste Elsa Kayat, l'économiste Bernard Maris, le policier Franck Brinsolaro, qui assurait la protection de Charb, le correcteur Mustapha Ourad, et enfin Michel Renaud, l'invité de la rédaction ce jour-là. Frédéric Boisseau et Ahmed Merabet également, deux hommes ordinaires qui ont croisé malheureusement le chemin des frères Kouachi. Alors on va parler du travail exceptionnel de ces dessinateurs de Charlie Hebdo pour la presse, pour la liberté de conscience, vous allez nous le dire. Mais d'abord sur un plan personnel, je le disais, vous les connaissiez. Comment vous avez réagi à l'annonce de ces disparitions? Comment vous avez vécu ces attentats, Didier? Moi, je les ai vécus, j'étais à quelques centaines de mètres de là, donc c'était assez terrible. J'avais vu Georges et Maryse Wolinski quelque temps auparavant. Je connaissais bien Cabu, qui était un garçon absolument tendre et gentil. J'avais fait évidemment l'interview de Charb, dont le titre de l'interview était quand on parle de religion, on peut tirer à vue. Sachant que la société qui éditait Charlie Hebdo s'appelait Kalachnikov, donc il y a quand même des rencontres un peu bizarres. Ouais. Et oui, c'était d'abord la sidération, la surprise qu'on puisse décapiter une rédaction, ça s'était jamais vu dans l'histoire en fait. Oui. Mais donc, les équipes de Charlie étaient menacées quand même depuis de nombreuses années. Est-ce qu'ils s'attendaient à un jour être frappés comme ça par un terroriste, par des terroristes? Oui, ils s'attendaient. La preuve, c'est qu'il y avait un garde du corps. Donc, ils s'y attendaient, mais en revanche, on pensait pas que ça puisse être aussi simple, aussi facile, aussi évident. Et il faut pas oublier qu'auparavant, on avait incendié leurs locaux. Donc, vous avez été accueillis chez Libération. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, on ne sait pas où se trouve la rédaction de Charlie Hebdo. Il n'y a plus les imprudences qu'il y avait avant, où on disait que la réunion de la rédaction était le mercredi, ce qui a facilité les terroristes. Ouais. Et donc oui, là, on voit, c'est un album. Et oui, ce matin, vous nous avez apporté un album, justement, preuve de votre amitié avec les équipes de Charlie. C'est un album où tous les auteurs avaient signé dans ce livre. Oui, il y a même Cavana sur ses pages, mais on reconnaît évidemment Rhys, on reconnaît Coco, qui a croisé les terroristes quand même. On reconnaît Charb, on reconnaît Honoré, on reconnaît Wolinski, on reconnaît Cabu. Et puis d'autres comme Catherine Meurice ou Luz, qui n'était pas à la rédaction ce jour-là, mais qui aurait pu être, ou Willem, mais Willem, il y a longtemps qu'il est dans son île en Bretagne. Et donc, Willem ne venait jamais aux rédactions. Parce que c'était un petit monde, la rédaction de Charlie Hebdo, avec deux gauches qui se battaient pied à pied. On se rappelle de Ciné, on se rappelle de Charb, de Philippe Val. Tout ça, qui gérait toutes ces équipes un petit peu, qui jamais d'accord sur rien, mais c'est ce qui faisait la force aussi de Charlie Hebdo. C'était la sociologie de la gauche qui aujourd'hui est complètement divisée, et qui à l'époque arrivait à se réunir dans Charlie Hebdo. Et donc, oui, c'était un lieu absolument important au niveau politique aussi. Alors justement, il y a quelques années, vous écriviez La République et l'Église, image d'une querelle, donc histoire de la séparation de l'Église et de l'État 1840-1910. C'était un livre sur les caricatures, je crois, ces fameuses caricatures qui ont coûté la vie à ces dessinateurs. Aujourd'hui, vous le dites, le sujet de Charlie Hebdo et de son équipe, ce n'était pas la liberté de la presse, mais la liberté de conscience. Qu'est-ce que ça signifie ? Mais oui, on l'oublie, le grand combat de la caricature au XIXe siècle, c'est l'Église, c'est le cléricalisme, que c'est Gambetta qui disait le cléricalisme, voilà l'ennemi, dans le fameux discours de Belleville de 1861. Ouais. Et au fond, ces gens-là, depuis le XIXe siècle, se battaient pour la République. Il faut pas oublier le rôle que la caricature a joué dans l'affaire Dreyfus, par exemple. Les deux côtés. Le dessin de Carandache, notamment. Le dessin de Carandache, on aura l'occasion d'en reparler dans la Diaspora des Bulles. Et donc, c'est ce combat-là. Et ce combat-là ne s'est jamais fait facilement.
il faut se rappeler que quand Ils ont eu un procès par l'Église, je crois. Hein. Ils ont eu des procès, ils les ont collectionnés. Je pense que autant il y a 1001 de Charlie Hebdo, il y a 1000 procès. Je veux dire, il y a. Mais par exemple, quand Jean-Paul II est venu à Paris, ils ont titré Paris ville de l'obscurantisme et pas ville de la lumière. Et puis il y avait un dessin de Willem qui montrait un bonhomme en train de pisser dans un bénitier. Et donc ils ont eu derrière un procès d'un groupe d'activistes ultra-catholiques qui emmerdaient la Fnac et autres parce qu'il y avait des bouquins érotiques et ils étaient arrivés à leur fin. Oui. Et ces gens-là, c'est Richard Malka qui défend toujours Charlie Hebdo, qui a gagné contre le procès et qui les a ruinés. On les a plus entendus pendant longtemps là, ces gens-là. Ouais. Et donc, je veux dire que c'est un peu ça c'était contre toutes les religions. Oui, c'est ça. En fait, ils se permettaient de critiquer toutes les religions, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils n'étaient pas forcément anti-religieux. Hein. Pour eux, c'était surtout de la provocation. Il fallait se moquer de tout, en fait. Non, ils étaient anticléricaux. C'était une ligne de conduite du journal de façon très claire, mais c'était pas contre une religion en particulier. Exactement. C'était pas contre l'islam. C'est ça. Mais ça, il faut l'expliquer justement, parce que certaines personnes ont du mal à comprendre cette nuance. Absolument. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je parle de liberté de conscience. Il y a la liberté de la presse, certes, mais la liberté de la presse, elle est bâillonnée de toute façon par les procès, notamment, dont on vient de parler. C'est un combat. Mais ce qui est important, c'est que ces gens-là, dont on critique l'outrance, ces gens-là dont on critique l'outrance étaient arrivés à porter un discours beaucoup plus transparent. C'est-à-dire que on parlait de la séparation de l'Église et de l'État. Elle a lieu en 1905, comme on sait, mais 50 ans avant, le discours est dans la caricature et c'est un sujet très philosophique que la caricature arrive à résumer de façon très très propre. Alors aujourd'hui, surtout, on voulait revenir aussi avec Christophe sur ce qu'est devenu Charlie Hebdo. Comment aujourd'hui Charlie Hebdo travaille. Christophe, vous aviez une question pour Didier? Oui, Didier Passamonique, effectivement, parce que c'est vrai qu'après l'attentat de 2015, on a pu dire, et vous me direz si c'est vrai ou faux, que l'équipe, évidemment, de Charlie Hebdo avait été décimée de ses plus belles plumes et voilà, de ses plus belles envolées. On a dit que du coup, peut-être que le journal allait perdre en talent, voilà, avec des dessinateurs disparus, quand même beaucoup dans cet attentat. Et alors c'est vrai qu'il y a eu un boom derrière des tirages, il y avait eu un boom des abonnements. Où en est aujourd'hui Charlie Hebdo? Est-ce que d'un point de vue éditorial, ça a un petit peu perdu au niveau de la qualité des dessins et de ce mordant? Est-ce que le journal fait plus attention du coup? Est-ce que surtout ça marche? Parce qu'on connaît quand même le contexte peu glorieux de la presse française. On a pu voir par exemple que Canard Enchaîné connaissait des difficultés depuis quelques temps. Mais le Charlie Hebdo marchait pas très très bien avant les attentats et il y a eu la perte évidemment des talents des attentats, mais il faut pas oublier que Luz ou Catherine ont quitté le journal parce qu'ils étaient traumatisés par ce qui est arrivé. Donc la perte des talents, elle va bien au-delà des gens qui ont été assassinés. Et donc ça a été compliqué de recomposer l'équipe. Il y a Rhys qui a tenu le bateau bien en main. Il y a des nouveaux talents qui sont arrivés et Charlie souffre comme toute la presse aujourd'hui du fait qu'on est dans une confusion politique un peu majeure aujourd'hui. La ligne éditoriale de Charlie Hebdo, politiquement, elle se porte à gauche, mais on ne sait pas très bien de quelle gauche il s'agit. On sent aussi qu'il y a plus de radicalité du côté de Rhys. Ouais. Et quand on voit la couverture de cette semaine dessinée par Rhys, parfois c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on se trouve... il faut pas oublier qu'on se trouve devant des dessins qui aujourd'hui sont lus à l'autre bout du monde par l'internet, et que au fond une grosse partie des ennuis de Charlie Hebdo vient de là, quoi. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique pour toutes ces précisions. Malheureusement, on n'aura pas de temps de détailler davantage, mais en tout cas, on vous retrouve, je vous l'appelle, tous les jours du lundi au jeudi sur Radio J pour notre chronique consacrée à la bande dessinée. Et je suis sûre qu'on reparlera de Charlie Hebdo.